Bonsoir et merci de votre présence ce soir pour cette deuxième conférence des Journées nationales de l'archéologie. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'écouter Michel Kasprick, qui est archéologue à l'INRAP depuis 2005 et donc qui est spécialiste de l'Antiquité tardive, la période tout à la fin de l'Antiquité, cette transition entre l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge. Donc nous avons travaillé ensemble, notamment tous les deux, sur le sujet de cette conférence, donc qui est le dépôt métallique de Roche-Bettencourt, donc qui est une découverte exceptionnelle qui a été faite en 2017 sur la commune de Roche-Bettencourt, donc un ensemble d'objets métalliques du milieu du IVe siècle, qui a été découverte de manière fortuite et donc qui a été prise en charge notamment par le service régional de l'archéologie, qui s'est chargé de sa restauration, que nous remercions d'ailleurs à ce sujet puisqu'il a fortement œuvré donc à la mise en dépôt par la commune de Roche-Bettencourt, que nous remercions aussi pour sa générosité, donc dépôt qui a été déposé au musée de Saint-Dizier et que nous avons le plaisir de présenter pour la toute première fois au public depuis hier, donc dans le cadre d'une exposition que vous pouvez voir actuellement au musée de Saint-Dizier. Et donc Michel Kasprick a eu dès le début de la découverte la possibilité d'étudier le dépôt et d'avoir la chance de pouvoir notamment pièces de près et également nous avons pu travailler ensemble sur la préparation de cette exposition. Donc des pièces tout à fait intéressantes et assez peu habituelles à trouver également. Donc nous remercions aussi l'INRAP pour la participation à la collaboration pour la réussite de cette exposition. Donc je ne vais pas aller plus loin, donc il y a beaucoup de choses intéressantes à aller voir sur les objets. Donc c'est un ensemble, donc vous allez voir d'outillage et de pièces qui notamment dans le domaine culinaire. Voilà, je laisse la parole à Michel Kasprick pour découvrir ces pièces. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous remercie par avance de votre intérêt pour cette conférence. Donc, comme vous l'a dit Clément, en fait, elle fait un peu écho et elle est parallèle à l'exposition des objets de cette découverte qui est, comme il vous l'a dit, au musée de Saint-Dizier depuis hier. Le dépôt a été exposé les semaines précédentes là, dans la commune où il a été trouvé. Donc, dans le cadre de cette conférence, je vais vous présenter dans un premier temps un peu le contenu du dépôt, enfin de la découverte, quels étaient les objets qui ont été mis au jour lors de cette trouvaille. Et puis, dans un second temps, je vous proposerai quelques premières pistes d'interprétation de cet ensemble. Donc cet ensemble de Roche-Bettencourt, il a été trouvé début 2017 dans une forêt communale de Roche-Bettencourt. En fait, c'était un pilleur qui était en train d'extraire les objets du sol qu'il avait manifestement détecté ou découvert peu de temps auparavant à l'aide d'un détecteur de métaux. Alors, évidemment, il n'avait aucune autorisation pour le faire, et de surcroît, il était dans une propriété certes publique, mais il n'était clairement pas chez lui. Donc, par chance, un agent forestier de la commune l'a pris en flagrant délit, et la commune l'a obligé à remettre les objets et a pris contact avec la direction régionale des affaires culturelles, le service régional de l'archéologie en l'occurrence, qui a assuré le nettoyage des objets et ensuite accompagné la commune de Roche-Bettencourt dans le dépôt qu'elle a fait de ces objets au musée de Saint-Dizier. Donc, Roche-Bettencourt, c'est une petite commune de la vallée du Rognon. On se trouve
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, on se trouve en gros entre Joinville et Andelot. C'est une zone actuellement très boisée dans laquelle en fait on ne connaissait pas jusqu'à présent beaucoup de sites archéologiques d'époque romaine. Si l'on élargit un peu la focale, donc sur cette carte géologique de l'Est de la France, donc vous voyez ici le centre du bassin parisien, les Vosges. Vous voyez pas ma flèche. Donc, les Vosges sont ici. En jaune, là-bas, vous avez le centre du bassin parisien. Et en bleu, en fait, qui remonte en écharpe ici, tous ces plateaux calcaires jurassiques de l'Est de la France, zone dans laquelle se trouve la commune de Roche-Bettencourt, qui est matérialisée par l'étoile ici. Donc si on ne connaît pas très bien l'environnement immédiat de la découverte pour l'époque romaine, vous avez plusieurs programmes de recherche qui ont été effectués dans cette grande région, notamment dans les environs de Châtillon-sur-Seine, en Côte d'Or, dans les environs de Nancy, mais aussi plus près d'ici, donc dans la région de Gourzon, dans le cadre d'un programme de recherche dont je vous avais présenté des résultats il y a 2 ou 3 ans. Et donc, ces programmes de recherche montrent tous que les massifs forestiers en fait, de ces plateaux calcaires de l'Est de la France sont très densément occupés à l'époque romaine. Et ces forêts fossilisent en fait des hectares, des milliers d'hectares de paysages antiques sous la couverture végétale. Et quelque part, les forêts les ont protégés de l'érosion et aussi des travaux agricoles. Un exemple ici, que je vous avais peut-être déjà montré il y a 2-3 ans, donc dans la forêt de Haye, à côté de Nancy, en fait, la télédétection met en évidence tout un système de parcelles rectangulaires, vous voyez ici sur l'image, qui font généralement plusieurs hectares, et elle permet en outre de mettre en évidence, alors on distingue ici, vous voyez ces petits enclos rectangulaires qui correspondent à des fermes romaines. Donc ça, c'est valable pour la région de Nancy. Un autre exemple ici, dans la forêt domaniale de Châtillon-sur-Seine, donc dans le nord de la Côte d'Or. Donc c'est peut-être pas très très net depuis là où vous êtes, mais même chose, les télédétections mettent en évidence, vous voyez, toute une série en fait d'aménagements de parcelles anciennes agricoles, et les points rouges correspondent à des établissements agricoles antiques. Même chose dans les environs du Châtelet de Gourzon, donc très près d'ici, à Baillard-sur-Marne. Eh bien, les forêts de cette zone, en fait, je vous ai déjà montré ça, enfin, dans le cadre d'une conférence il y a 2-3 ans. Donc, ces forêts, elles aussi, en fait, fossilisent des aménagements de champs agricoles d'époque romaine, donc qui sont matérialisés en orange, vous voyez ici. Des chemins anciens, sans doute romains, qui sont indiqués en rouge, et aussi des établissements agricoles qui sont matérialisés ici par ces petits polygones de couleur rose. Donc vous voyez, ça couvre des très vastes surfaces. Hein, les carrés de la grille ici font 1 kilomètre de côté. Donc, pour terminer ce contexte préliminaire, ceci c'est pour vous indiquer que si la découverte de Roche-Bettencourt paraît a priori avoir été faite dans un contexte assez, entre guillemets, isolé, c'est très probable en fait que les environs de Roche-Bettencourt à l'époque romaine sont tout aussi occupés que dans ces 3 zones que je viens de vous présenter. Alors maintenant, on va venir à la composition de l'ensemble. Donc, malheureusement,
de prime abord, il faut dire que compte tenu des circonstances de la découverte, on a perdu un certain nombre d'informations en fait, qui auraient été possibles si cet ensemble d'objets avait été trouvé dans une fouille archéologique classique. C'est-à-dire que là, il s'est passé très classiquement ce qui se passe quand c'est un pilleur qui trouve un ensemble d'objets. Il extrait les objets du sol rapidement, sans noter vraiment la position des objets, sans doute aussi de manière un peu énergique. Et donc, on a des fois du mal à restituer la manière, par exemple, dont ils étaient enfouis dans le sol. Est-ce qu'ils étaient groupés? Est-ce qu'ils étaient séparés? Alors, des informations que j'ai pu recueillir par la Direction régionale des affaires culturelles, manifestement, ces objets étaient groupés dans un locus, une zone très limitée d'environ 1 mètre carré, donc manifestement ils étaient groupés. Alors qu'est-ce que l'on a au moment, disons, où moi j'ai pu commencer l'étude de cet ensemble? Vous aviez un ensemble de 174 restes métalliques, parce que des objets étaient fragmentés, la plupart en métal, donc comme je vous l'ai dit, et un objet en céramique, un vase. Mais cet ensemble de 174 restes ou fragments d'objets correspondent en réalité à 69 objets entiers, si on peut dire. Donc, la découverte, globalement, comprend 2 grandes catégories d'objets. Vous avez d'une part toute une série d'outils que je vais vous présenter, et d'autre part un important ensemble d'éléments qui sont plutôt liés à la préparation et à la présentation culinaire. Donc concernant l'outillage, on va voir que l'on a à la fois de l'outillage qui est plutôt lié à des travaux agricoles et d'autres éléments qui sont plutôt liés à de l'artisanat, ou du moins à du travail, on va dire, de transformation des matériaux. Alors parmi les outils, vous avez tout d'abord 2 très belles faux en fer, donc qui font environ 90 cm de long. Donc ces faux, à l'époque romaine, il faut savoir qu'elles ne servent pas, comme on le pense, par rapport à ce qu'on connaît en fait de l'agriculture du début du XXe siècle, elles ne servent pas à couper les céréales, mais elles servent à couper le foin. En fait, elles servent à la fenaison, même jusqu'à la fin du Moyen Âge. En fait, les moissons se font à la faucille, et la faux sert exclusivement à couper du foin. D'ailleurs, étymologiquement, la fenaison vient du terme latin falx. Donc ces 2 faux étaient brisés, vous voyez. On distingue bien qu'elles sont brisées. Manifestement, il s'agit ici d'un dégât occasionné lors de l'extraction des objets du sol. Ce qui est intéressant, c'est que sur la faux qui est à gauche ici, vous aviez au moment de la découverte une sorte de petite agrafe qui était pincée sur la partie coup-de-pente de la lame, et on peut émettre l'hypothèse que en fait, ça servait à maintenir une protection en matière organique pour protéger la partie tranchante de l'outil. Alors, ici, on n'a pas réalisé pour l'instant d'analyse métallurgique sur les objets, mais des études qui ont été faites sur des objets similaires d'époque romaine montrent qu'il s'agit d'objets assez élaborés compte tenu des capacités techniques de l'époque. Alors c'est pas qu'ils ne savaient pas faire d'objets en fer, mais c'est quand même des objets de forge assez spécialisés, parce que vous avez des parties qui sont faites en acier, notamment la partie tranchante de la lame, et il n'est pas certain, par exemple, que tous les forgerons
était capable de fabriquer de tels outils. À titre de comparaison, pour la fin du Moyen-Âge, la plupart des faux qui sont utilisés dans l'est de la France, en fait, sont importés du sud de l'Allemagne. Et pour l'Antiquité, bon, c'est difficile de dire d'où elles viennent, mais c'est possible qu'en tout cas, elles n'aient pas été produites dans les environs immédiats de Roche-Bettencourt. Donc je vous ai mis à droite un personnage là sur cette stèle funéraire gallo-romaine qui est conservée au musée de Vesoul, où vous voyez l'individu qui tient une faux et qui est manifestement en train de l'aiguiser. Alors dans l'ensemble, il y avait aussi toute une série d'outils qui sont plutôt liés au travail du sol ou à la manipulation des objets, enfin des matières issues de la culture. Donc vous avez d'une part deux outils, donc qui sont vus de face et de profil incertain. Donc deux outils en haut à droite, vous voyez, qui ressemblent à la fois une pioche et à la fois une hache. Donc il s'agit d'outils qu'on appelle des dolabres et qui sont très caractéristiques de l'époque romaine. Donc vous voyez, il y a une partie qui est tranchante comme une hache et puis une autre qui sert manifestement plutôt à travailler le sol. Donc on considère généralement que ces outils en fait servent à défricher des zones qui n'ont pas été mises en culture auparavant ou qui étaient en jachère depuis de nombreuses années. On sait que la dolabre fait partie de l'équipement standard, si on peut dire, des légionnaires, notamment parce que des fois ils sont obligés de faire des camps en terre et en bois. À Roche-Bettencourt, le fait qu'il y ait des dolabres ne suggère pas que les personnes qui ont enfoui l'objet étaient forcément des légionnaires, c'est très probablement lié à des activités de défrichement. Vous avez des outils plus classiques, hein. Vous voyez ici une binette ou serre-fouette en bas à droite, une forme en elle-même qui pourrait tout à fait, qui est totalement identique à ce qu'on pouvait encore rencontrer dans les années 1950. Une grosse pioche en bas à gauche, vous voyez, avec une seule partie active, et en haut à gauche, une fourche à deux dents, peut-être pour manipuler du foin ou de la paille. Donc ce qu'on voit d'emblée, c'est que vous voyez que l'outillage agricole, en fait, lié au travail du sol, en fait, depuis l'époque romaine, en réalité, il n'a pas beaucoup évolué, en fait, hein. Les formes se sont mises en place à la fin de l'époque gauloise et sont encore, pour la plupart, utilisées de nos jours. Alors, parmi les outils présents dans la découverte, il y a cette fois-ci des choses beaucoup plus exceptionnelles, et notamment ici ces trois forces. Donc les forces, il s'agit, si on peut dire, de l'ancêtre des ciseaux. Les ciseaux avec une charnière articulée, tels qu'on les connaît tous, c'est des choses qui apparaissent assez tard, en fait, ça apparaît au XVIIIe siècle. Avant, on ne connaît pas. Et donc, avant, depuis au moins l'époque gauloise, on utilise donc un outil que l'on appelle la force, donc, dont on a des exemplaires de toute taille. Globalement, le principe est assez simple. Vous avez, alors encore une fois ici, les objets sur les photos sont incomplets, mais en réalité, dans la découverte, il y a aussi tous les fragments en fait des lames qui ont été brisées sans doute au moment de la découverte. Donc ces deux exemplaires à droite et à gauche sont apparemment complets, donc vous voyez ça se termine de manière, une forme rectangulaire assez abrupte. Donc le principe c'est que vous avez deux lames coupantes qui sont parallèles, donc ici par exemple il en manque une à gauche, mais elle est dans la collection déposée au musée, il faudrait la remonter dans le cadre d'une restauration. Et donc, vous voyez, vous avez deux grandes tiges qui font office de poignée et l'extrémité forgée, en fait, fait office de ressort. Et donc, vous serrez, en fait,
les deux poignées pour faire fonctionner, entre guillemets, l'outil et le faire couper. Donc les forces, on les utilise, alors de nos jours c'est encore un peu connu, notamment dans la tonte du mouton, on utilise ça pour tondre des moutons, mais en réalité vous avez des forces de toutes les tailles, depuis des forces qui font 5, 6, non peut-être un peu plus, une dizaine de centimètres de long, qui là peut-être servent limite plus à la toilette, par exemple pour se tailler la barbe. Les forces pour tondre les moutons, elles font dans les 25-30 cm de long, mais ici on a affaire à des forces qui font plus d'1 mètre de long. Et là, pour le coup, c'est des dimensions qui sont vraiment exceptionnelles. Hein. Dans tout l'ouest de l'Empire romain, en fait, on ne connaît qu'une seule force qui soit plus longue que ces forces de Roche-Bettencourt. Et donc, à quoi elles servent? Ben, en fait, on a ce fragment de monument funéraire trouvé, donc romain, qui a été trouvé à Sens, où l'on voit un individu, vous voyez, qui tient une paire de forces. Donc on voit la partie qui fait ressort hein, sous son coude, là, à gauche. Et donc vous voyez les deux lames, en fait, et il est contre un tissu. Et donc ce type de force a une fonction bien précise. En fait, ça sert à tondre des draps après tissage, en fait, pour des travaux de finition. Encore une fois, ce type d'outil, en fait, était utilisé dans l'artisanat textile quasiment jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'au XVIIIe siècle. Mais pour l'époque romaine, c'est extrêmement rare, en fait, de trouver des exemplaires d'aussi grande dimension. Pour vous donner un ordre d'idée, pour toute la Gaule romaine, des outils similaires, on doit en connaître au plus une petite dizaine. Donc, pour Roche-Bettencourt, ça vient vraiment compléter cet inventaire des découvertes. Et ici, c'est très intéressant parce que, même chose, on ne sait pas si les outils ont été fabriqués sur place. En tout cas, ils indiquent très clairement qu'il y a une activité textile, sans doute très significative dans cette région. Et du coup, l'activité textile, à rebours, ça pose évidemment la question en fait de l'élevage de moutons, puisqu'évidemment, à l'époque romaine, l'essentiel de l'activité textile, c'est le tissage de la laine et dans une moindre mesure du lin. Alors, toujours dans la série, vous avez d'autres outils qui sont plutôt liés au travail du bois, du cuir ou peut-être à la mouture des céréales. Donc vous avez, on distingue ici, vous voyez une herminette qui sert à travailler le bois pour dégrossir des poutres notamment. Vous avez une lime au centre, en haut, vous avez toute une série de ciseaux et de gouges donc qui servent plutôt à travailler le bois. Mais vous avez aussi ici ce qu'on appelle des emporte-pièces, donc qui servent en fait à enlever des portions de matériaux, par exemple sur du cuir. Ici une alène, donc plutôt pour percer le cuir, et même des petits outils ici, sans doute pour des travaux de finition. Ici c'est ce qu'on appelle un rivoire, ça permet d'écraser un rivet, par exemple dans du travail du cuir. Et vous avez aussi ce qui est intéressant là, cette grande barre assez énigmatique de prime abord, mais qui pourrait être un axe de moulin hydraulique. C'est-à-dire que cette partie-là en fait devait traverser une meule, enfin deux parties de meule, une partie qui ne bouge pas et une partie rotative. Et c'est un objet qui est connu dans d'autres découvertes archéologiques de l'ouest de l'Empire romain. Donc on a fait le tour là sur l'outillage. Je vais vous présenter maintenant un peu les éléments qui sont liés à la préparation et au service culinaire. Donc,
dans la découverte ou de ces outils, vous avez toute une série d'objets donc, qui sont liés à la fois au foyer, à la préparation des aliments et des repas, mais aussi à leur service. Donc déjà, dans cet ensemble, dans ce grand groupe d'objets, vous avez deux très belles crémaillères ici. Donc au centre, une en haut, une en bas. Donc les crémaillères, c'est des éléments de suspension en fait de chaudron notamment. Donc vous les suspendez au-dessus du foyer ou de l'âtre. Et avec les crochets qui sont en partie inférieure, vous pouvez les attacher à l'anse d'un chaudron. Alors ici, ils sont pas représentés dépliés parce que malgré leur très bon état de conservation, il y a quand même un peu de corrosion, de rouille qui empêche de les mettre en position fonctionnelle. Mais je pense que vous voyez bien le principe. Vous avez aussi dans cette même catégorie ici une pelle à feu, donc avec la partie active ici pour remuer les braises. Donc, pour vous donner une idée de la taille des objets, à chaque fois il y a une petite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une petite barre de repère ici en bas, elle fait ça correspond à une longueur de 10 cm. Donc, vous voyez que c'est des objets d'assez grande dimension. Là, la pelle à feu, elle doit faire dans les 70-80 cm de long. Vous avez aussi des couteaux, donc ici un couteau qui n'appelle pas de commentaires particuliers. Ici, celui-ci en revanche est sans doute plutôt un coutelas de chasse. Alors, toujours dans ce registre de la préparation culinaire, vous avez deux chaudrons en bronze, donc en alliage cuivreux, qui sont obtenus ici par ce qu'on appelle la technique du dinandage, c'est-à-dire que ce sont des tôles de bronze qui sont martelées pour être mises en forme et pour obtenir le chaudron. Donc, on voit sans doute pas très bien ici, mais je vous encourage à aller voir quand même les objets en vrai. On voit très nettement en fait qu'ils ont été utilisés assez longtemps. Vous avez des traces de réparation de la paroi. En fait, vous avez eu des ajouts de petites tôles de cuivre rivetées pour sans doute reboucher des endroits où c'était percé. Parce que là, on ne s'en rend pas très bien compte, mais en fait, il s'agit d'une tôle de bronze extrêmement fine. Ça fait moins d'1 millimètre d'épaisseur. C'est déjà une bonne maîtrise technique. Donc vous voyez celle-ci avec l'anse du chaudron ici qui a été retrouvée avec. Et vous avez ici cet objet assez a priori énigmatique, donc qui ressemble à une pelle. En fait, il s'agit d'une poêle à frire en fer. Donc un objet qui est déjà connu dans l'est de la Gaule romaine. Et ces poêles ont la particularité d'avoir un manche pliant ou télescopique. Donc, là, on ne voit pas très bien, même chose, mais on distingue sur la partie du dessus que vous avez deux ergots qui permettent de faire coulisser le manche. Mais même chose, je vous encourage à aller voir les objets en vrai. Ça sera sans doute plus parlant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'après les rares informations qu'on a sur la disposition des objets au moment de la découverte, il semble qu'au moins un des chaudrons en fait, était rempli avec une partie des outils les moins massifs, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils étaient déposés dans un des chaudrons. Alors ces chaudrons, c'est des modèles très classiques. Là, je vous ai mis des comparaisons. Ça, c'est un ensemble de chaudrons qui a été trouvé dans une découverte un peu similaire à celle de Roche-Bettencourt, à Neupotz, en Allemagne, c'est au nord de Strasbourg, où on a retrouvé dans un ancien bras du Rhin des centaines, mais dans une zone très limitée, des centaines d'objets métalliques romains. Et on retrouve en grande partie les mêmes qu'à Roche-Bettencourt. Donc vous voyez notamment les chaudrons.
Donc, dans cet ensemble, vous avez nos chaudrons, il y a des crémaillères aussi, vous les voyez ici en position fonctionnelle cette fois-ci. Donc, vous voyez comment elles servent à suspendre ces chaudrons. Et vous avez aussi toute une série de pelles à feu et de poêles en fer, cette fois-ci des modèles un peu différents de ceux de Roche-Bettencourt, vous voyez, qui sont un peu plus des modèles de forme circulaire. Parmi les autres éléments de vaisselle, on a cette fois-ci des éléments qui sont plutôt liés à la présentation et au service sur la table. C'est-à-dire que là, on a quitté, entre guillemets, la cuisine et on arrive plus sur la consommation des aliments. Alors, vous avez déjà une série d'objets, alors ce qui est intéressant, qui sont a priori presque tous fragmentés. C'est-à-dire qu'on n'a que des bouts, des morceaux. Alors, encore une fois, même chose, le contexte de la découverte, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui n'ont pas pu être récupérées auprès de l'inventeur, ou est-ce que les objets étaient incomplets au moment où ils ont été enterrés? Bon, quoi qu'il en soit, vous avez parmi ces éléments, on distingue en haut à gauche un petit fragment en fait d'une anse de cruche à couvercle articulé. Donc vous voyez ici un exemplaire complet qui provient toujours là, de cette découverte de Neupotz, que je vais vous présenter régulièrement en comparaison. Donc vous voyez le principe, hein, vous avez la cruche en tôle de cuivre, une anse, et vous voyez qu'au sommet vous avez un petit couvercle, et donc avec une charnière, et donc c'est un couvercle qui est articulé, qui peut s'ouvrir. À Roche, vous voyez, on n'a vraiment que le sommet de l'anse, on voit bien d'ailleurs qu'elle est percée pour la charnière. Parmi les autres éléments de vaisselle métallique qui ressortent de ce domaine, donc là on est a priori plutôt dans du service du vin, puisque évidemment en Gaule romaine ils boivent du vin. Vous avez d'une part en haut, vous voyez le bord d'un vase qui est replié et écrasé, vous voyez avec les attaches des anses, et un fragment d'anse, encore une fois incomplet. Donc ça appartient à un vase qu'on appelle dans le jargon archéologique une situle. C'est une sorte de saladier, on va dire, avec, si la forme était complète, il faut imaginer une sorte de saladier avec un pied un peu marqué et puis qui est avec une anse au sommet, un mélange entre un seau et un saladier. Vous avez aussi ce bassin là, donc qui est lui aussi lié au service du vin en fait. C'est généralement le récipient enfin le bassin comme la situle, c'est le récipient dans lequel on va faire le mélange du vin et de l'eau, parce que dans l'Antiquité, en fait, le vin ne se boit quasiment jamais pur. Et enfin, vous avez cette petite assiette en bronze recouverte d'argent ou d'étain à droite, que l'on appelle une patère et qui peut servir à verser du vin, notamment dans le cadre de pratiques religieuses. Alors, pour terminer sur ces éléments de vaisselle, vous avez enfin trois vases qui sont vraiment liés au service sur la table, plutôt des solides. Vous avez d'une part une assiette en céramique dite sigillée à droite, fabriquée dans l'Argonne, donc dans la Meuse. Et vous avez surtout à gauche ces deux grands plats en alliage de plomb et d'étain, alors qui sont assez mal conservés, hein, sans doute pour partie quand même sous l'effet de la corrosion dans le sol, et qui sont ici, en dépit de leur aspect peu avenant, des objets tout à fait exceptionnels, et notamment celui du bas, parce que en fait la restauration, alors on voit malheureusement très mal sur la photo, mais enfin, sur l'objet, c'est quand même difficile à percevoir. Mais la restauration met en évidence que le centre du plat est orné d'un motif incisé. Vous voyez, vous avez un grand motif circulaire avec
des carrés qui sont emboîtés les uns dans les autres et qui forment des motifs d'étoiles. Donc ça fait une sorte de rosace. De même, la restauration met en évidence que tout le bord du plat est décoré de motifs incisés ou estampés peut-être avec une matrice, vous voyez. Et en fait, les motifs changent. Même chose, faut très préciser, mais il semble qu'en fait, chaque quart du bord du plat en fait, a une série de motifs différents. Alors, ce type de décor et ce type de plat en alliage de plomb et d'étain, en fait, on en connaît des exemples très similaires et ils proviennent presque tous des îles britanniques. Manifestement, ce type de récipient, et notamment leurs matériaux très caractéristiques, indique une production sans doute dans l'ouest de la Grande-Bretagne romaine. Donc la Britannia, vous avez ici à droite, à Roche-Bettencourt, c'est moins bien conseillé, mais à droite, vous avez un décor sur un plat en alliage de plomb et d'étain trouvé près d'Oxford, donc de la même époque que Roche-Bettencourt, et où on voit beaucoup mieux le motif qui est au centre du plat, qui est vraiment extrêmement proche de celui de Roche-Bettencourt. Ce qui est assez... Alors ça, c'est vraiment des découvertes très rares pour la Gaule. La plupart de ce type de plat, ce que les Anglais appellent du pewter, ils sont trouvés vraiment dans l'extrémité septentrionale de la France, en gros en Picardie, Hauts-de-France. Et celui de Roche-Bettencourt, c'est le premier qui est trouvé en France avec ce type de décor. Alors de toute évidence, ces plats, c'est des copies entre guillemets bon marché de grands plats d'argenterie romains, c'est-à-dire ici vous avez un exemple qui provient du trésor de Mildenhall en Angleterre, et donc on sait qu'en fait les élites romaines étaient particulièrement friandes de ce type de plats de service qui, à la fois sont des beaux objets, mais qui sont aussi tout simplement un stock de métal pour quelque part avoir ses économies en solide sur soi. Et on voit bien que le type de décor que l'on a sur ces plats en argent, vous voyez rosace centrale, décor sur le bord du plat, même les petites perles sur le bord, vous voyez, on est dans cet esprit-là. Donc, évidemment, ici, c'est bien plus somptueux, mais on voit très bien qu'en fait, ces plats en plomb étain, en fait, imitent ce type de plat de l'aristocratie romaine. Autre exemple ici, d'un autre plat en argent, où la décoration est proche de Roche-Bettencourt, qui a été trouvé ici à Concesti, donc en Roumanie, et qui est actuellement au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Et donc, ce type de plat, en fait, on en connaît des représentations figurées, notamment ici sur cette très belle mosaïque qui a été trouvée à Antioche, au sud de la Turquie actuelle, où on distingue très bien, en fait, les grands plats en argenterie qui sont disposés devant les convives, et on reconnaît même le décor un peu avec les petites perles sur le bord des récipients. Je vous laisse passage admirer l'hygiène du sol dans ce banquet. Alors ces plats, outre leur caractère quand même relativement rare, ils sont assez intéressants parce qu'ils nous donnent une idée de la date d'enfouissement des objets. Ce type de grands plats, en fait, en argent ou en plomb, en fait, sont des plats typiques du IVe siècle après Jésus-Christ, donc la période que l'on appelle du début de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire en gros le moment où l'Empire romain commence à se convertir au christianisme. Derniers objets présents
découverte. C'est un ensemble un peu plus hétéroclite. Vous avez notamment à gauche une très belle petite statuette de divinité féminine. Alors, je pense que depuis la salle, vous ne la voyez pas très bien, mais c'est encore une raison de plus d'aller la voir au musée. Donc, vous voyez une déesse qui est dans une tenue drapée et qui tient de sa main droite une patère. C'est une sorte de petites assiettes, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il y en avait une dans le dépôt. Et on distingue, alors on ne le voit pas bien ici, mais qu'en fait, sa main gauche devait tenir elle aussi un objet, sans doute une corne d'abondance, qui n'a pas été retrouvée ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec, mais on ne sait pas justement, compte tenu des circonstances de la découverte, il y a dans la découverte ce grand tube en bronze et ce socle, lui aussi en bronze. Manifestement, les deux là devaient être soudés ensemble quand ils ont été enterrés. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça n'a pas pu servir de socle ou de base à cette statuette? À vrai dire, on n'a pas d'argument massu pour l'affirmer, notamment d'une part parce que ce que je vous ai dit là, la grande tige en bronze, c'est un tube, donc si vous mettez la statuette au-dessus, elle tombe dedans. Seule possibilité, peut-être que dans le tube en bronze, il y avait une âme en bois qui permettait peut-être de fixer la statuette. Quoi qu'il en soit, pour le moment, on n'a pas vraiment de comparaison à ce dispositif-là. Parmi les objets à noter aussi, vous avez en haut à gauche, vous voyez une clé et au-dessus une petite tôle de bronze avec représentation d'un personnage qui tient un bâton de berger. Il s'agit ici probablement d'éléments d'un coffret. Encore une fois, même question, on n'a que ces deux fragments-là, on n'a pas d'éléments de charnière, pas d'éléments de la serrure. Est-ce que ça a été enfoui à l'état de fragment ou est-ce que la découverte a été en partie dispersée? Enfin, bien utile pour confirmer la datation de cet ensemble, ce sont ces deux monnaies des empereurs Galère et Maniance. Ce n'est pas les plus connus de tous les empereurs romains. Donc Galère, lui, il a régné entre 293 et 311. Et Maniance, lui, a régné entre 350 et 353. C'est un empereur qui avait pas mal d'attaches avec la Gaule et qui, notamment, a été proclamé empereur à Autun, en Bourgogne. Donc, ces monnaies, comme les plats que je vous ai montrés tout à l'heure, concourent en fait à situer en gros la date d'enfouissement la plus probable de cet ensemble dans le courant des années 350 après Jésus-Christ. Donc maintenant, on va essayer d'interpréter un peu le lot. Alors vous avez vu, c'est une belle série de quincailleries. Globalement, ce type de découverte où on regroupe des objets pour les enfouir dans le sol, les archéologues, ils appellent ça des dépôts. Des dépôts, c'est un terme qui est suffisamment neutre pour ne pas avoir employé le terme de trésor, qui entre guillemets, inclut des notions de valeur élevées, parce que la valeur objective des choses, on ne la connaît pas forcément, ou de cachette, parce qu'en fait, on peut enfouir des objets dans le sol pour plusieurs raisons. Alors, le contexte général, qui a été quand même plutôt étudié par nos collègues allemands, c'est que ce type de dépôt, on va dire, d'enfouissement d'objets métalliques est relativement bien connu pour l'est de la Gaule romaine au IVe siècle. Le dépôt de Roche-Bettincourt, il n'est pas isolé.
Vous voyez que vous avez toute une série de découvertes similaires qui ont été faites dans cette zone. Donc, pour la carte, vous donnez un peu d'éléments de géographie. Ici, on voit le trait sombre ici qui remonte, c'est le Rhin, donc la vallée du Rhin. L'Alsace est ici, donc Roche-Bettencourt, c'est l'étoile rouge. Le point noir sur la carte le plus à gauche, là, c'est Vers-Épernay. Et là, toute la partie ici au sud, c'est le sud de l'Allemagne, c'est la Bavière. Donc vous voyez, à Roche-Bettencourt, on se trouve un peu en périphérie de la zone où on a fait ces découvertes, mais globalement, on ne peut pas dire que c'est un cas unique. Alors ce type de découverte, dans l'Est-la-Gaule, on en a dans plein d'endroits. On en trouve dans des agglomérations, dans des villes. Par exemple, ici à Tarquimpol, en Moselle, dans un site fortifié au IVe siècle. On en trouve aussi dans des villas. Ici, un exemple trouvé au Luxembourg, dans la villa de Bertrange, donc un site sans doute de taille assez similaire à la villa des Crassés, et dans lequel on a trouvé, près d'un bâtiment agricole, tout un ensemble d'objets en fer. On en a aussi sur des sites de hauteur, je vais passer très rapidement, donc plutôt ici caractéristique de ces petites fortifications qui apparaissent sur les sommets à la fin de l'Antiquité, mais on en trouve dans des établissements agricoles beaucoup plus modestes, comme ici à la Croix-Saint-Ouen dans l'Oise, où vous voyez en haut, vous avez un enclos agricole en verre avec une carrière d'extraction de limon romaine au centre, et dans lequel on a enfoui, vous voyez ici, toute une série d'objets en fer avec un aménagement, même manifestement fait avec des fragments de tuiles. Et on a malheureusement des découvertes au contexte bien moins connu, comme celle-ci qui est effectuée à Soultz-Cernay, donc c'est dans la haute vallée du Doubs, en Franche-Comté. Et là, vous voyez typiquement le type de découvertes qui sont faites au détecteur de métaux. Encore là, c'est relativement soigné. Ben, vous voyez, vous avez des objets qui apparaissent dans le sol. On ne sait pas vraiment dans quoi ils sont, où est-ce qu'ils ont été enterrés. Et puis là, on peut difficilement dire quelque chose sur l'occupation où ils ont été enfouis. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces autres dépôts similaires à Roche-Bettencourt, quand on observe dans le détail, on voit que la composition n'est pas forcément stéréotypée. Vous avez des dépôts où vous allez avoir, par exemple, comme ici, ce dépôt qui a été trouvé à côté de Trèves en Allemagne, vous avez notamment pas mal d'éléments de chars, des éléments de renfort de chars. C'est aussi le cas dans la découverte de Bertrange au Luxembourg que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez des renforts de joues, des hipposandales, c'est les ancêtres des fers à chevaux. Vous avez aussi des éléments d'arrière, donc les charrues entre guillemets un peu... Enfin, c'est pas des charrues, c'est plus simple que des charrues qui sont utilisées dans l'Antiquité. Beaucoup d'éléments de char, des éléments de renfort. Alors c'est assez intéressant parce que ces stocks d'éléments de charrettes ou de chars, ça nous renvoie un peu à des textes antiques qui semblent indiquer que quand on achetait un char ou une charrette, en fait on achetait séparément les éléments en bois et les éléments en fer, et que c'était vraiment le charron qui se chargeait de l'assemblage des différents éléments. Et vous avez d'autres découvertes qui ressemblent cette fois-ci beaucoup plus à celle de Roche-Bettencourt, comme celle-ci à Trifels en Allemagne, où vous reconnaissez notamment la présence de 3 crémaillères, d'outils qui ne sont pas présents à Roche, comme les haches ou les pelles. On a aussi une barre d'axe de moulin. Autre exemple encore ici de dépôt. Cette fois-ci, on retrouve une partie d'une poêle en fer. Vous avez toute une série de petites forces, mais cette fois-ci beaucoup plus courtes qu'à Roche-Bettencourt,
des outils pour le travail du bois, etc., etc. Donc, toutes ces découvertes, en fait, elles nous donnent évidemment de nombreuses informations, en fait, sur les activités économiques qui peuvent se dérouler dans les environs de là où le dépôt a été enfoui dans l'Antiquité. Par exemple, celui-ci, on reconnaît une faux en haut, mais vous avez surtout toute une série d'outils de forgerons, notamment ces deux grandes pinces à droite et celle-ci à gauche, ainsi que des enclumes et ici des marteaux de forgeron. Dans d'autres cas, donc ici c'est la croix Saint-Ouen, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, avec ces morceaux de tuiles autour. Vous avez quasiment que des outils pour le travail du bois. À gauche, vous avez des éléments de rabot, des ciseaux à bois, des gouges, mais quasiment rien d'autre. Enfin, vous en avez comme à Roche-Bétancourt, qui associe les outils à la vaisselle. Ici, c'est le dépôt de Tarquin-Paul, donc qui a été trouvé en Moselle. Vous voyez que vous avez une série d'outils pour le travail du bois au centre en haut de l'image, mais vous avez aussi des chaudrons qui sont d'un type très proche de ceux de Roche. Et exemple similaire à Roche aussi, ce dépôt trouvé près de Cologne en Allemagne, où l'on reconnaît les éléments de crémaillère et de chaudron en bas à droite, les outils pour le travail du bois plutôt sur la gauche, et celui-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'il était accompagné d'un dépôt de 3400 monnaies du milieu du IVe siècle, donc de la même époque. Alors maintenant, ces dépôts, comment les interpréter? On va terminer là-dessus. L'interprétation la plus courante qui est proposée depuis le XIXe siècle, c'est qu'il s'agit de dépôts de peur. Donc dépôts de peur, ça veut dire que c'est des choses qu'on a enfouies dans le sol pour les cacher dans le cadre d'une situation politique troublée. On sait que la fin de l'Antiquité, c'est une période où il y a des épisodes de guerre civile, il y a des incursions aussi des Germains qui viennent de l'autre côté du Rhin, et donc on sait que c'est une période de troubles politiques dans nos régions à cette époque-là, et donc comme ces dépôts datent de cette époque-là, on dit c'est des cachettes. Disons, les gens enfouissent les choses de valeur pour les récupérer ensuite. Et si on les retrouve, c'est que manifestement, ils ont eu des problèmes. Alors, ce qui va à l'appui d'une telle hypothèse, c'est qu'effectivement, vous voyez sur cette carte, donc tous les petits points, c'est des dépôts comme Roche-Bétancourt. On voit qu'elles sont massées près de la frontière de l'Empire romain, donc qui est matérialisée par le Danube, les petits crochets là, et puis la vallée du Rhin. Premier indice. C'est par ailleurs cette zone de l'Est et du Nord de la Gaule, une zone où on a trouvé beaucoup de dépôts de monnaie qui ont été enfouis à la même époque que ces dépôts d'outils. Autre interprétation, cette fois-ci maintenant, qui est moins répandue, c'est que ces enfouissements d'objets pourraient être des ensembles votifs ou symboliques. Certains archéologues ont proposé que ces objets étaient enfouis dans le sol pour être des offrandes à des divinités souterraines, par exemple. Alors, c'est un type d'interprétation qui est rarement proposé par les archéologues qui travaillent sur la Gaule romaine, mais par exemple ceux qui travaillent sur la pré- ou la protohistoire, sur l'âge du bronze par exemple, eux ils emploient ces hypothèses sans hésiter un instant. Vous voyez ici un dépôt de l'âge du bronze, donc qui est plus de 1000 ans antérieur à celui de Roche-Bétancourt, qui, vous voyez, est somme toute assez proche du précédent, puisqu'il a, de ceux que je vous ai montrés, il associe, vous voyez, vous avez des couteaux, vous avez des burins, vous avez une enclume, vous avez ici des
des renforts de marteaux, etc. Et typiquement, pour l'âge du bronze, on ne se pose pas la question, on dit c'est un enfouissement votif. Dans quel cadre, on ne sait pas, parce qu'il n'y a pas de texte, mais c'est une hypothèse qu'ils envisagent. De même, à l'extérieur du monde romain, dans le monde que les Romains appellent le monde barbare, eh bien, on connaît aussi, à la même époque, des enfouissements d'objets et d'outils métalliques. Vous avez ici un exemple à Ernei, en Roumanie. Donc, on est là dans le territoire du peuple des Goths. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Goths. Et donc, vous voyez, vous avez ici cette fosse-là qui est en cours de fouille. On la voit très bien, très sombre, dans lequel vous avez toute une série d'outils agricoles en fer. Et là, même chose, le titre de la publication de cette découverte, c'est Rituel oublié connecté à l'agriculture à l'époque des grandes invasions. Vous voyez, ce n'est pas du tout la cachette des objets dans le sol. Donc, pourquoi pas une hypothèse votive ou religieuse. Alors, il y a quand même quelques éléments qui permettent de discuter cette hypothèse pour l'époque romaine. D'une part, on connaît quelques rares exemples en fait de dépôts qui ont été effectués dans des lieux de culte, des vrais temples gallo-romains. Alors évidemment, ils sont peu nombreux. Je vous en ai mis quelques exemples ici sur la diapositive. On voit quand même globalement qu'on n'y retrouve pas du tout les mêmes objets enfouis dans le sol. C'est les objets qu'on offrait à des divinités. Vous voyez, c'est quand même plutôt des statuettes. Alors il y a de la vaisselle métallique, certes, mais il n'y a surtout pas du tout d'outils. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que des collections d'objets, on en trouve dans un autre contexte. C'est dans les contextes de sépulture dans certaines zones. Et vous avez ici un exemple d'objets qui ont été retrouvés dans une tombe romaine de Cologne. Autour de Cologne, vous avez toute une série de sépultures qui datent encore une fois de la période du dépôt de Roche-Bettencourt, le IVe siècle. Et dans les sépultures, on a toute une série d'outils que je vous ai déjà montré plusieurs reprises. Vous reconnaissez ici des forces. Vous avez une hache, des fourches, des éléments d'un chariot, vous avez une faux ici, etc. Mais ici, ce qu'il faut noter, c'est que si la composition d'ensemble du dépôt dans la sépulture, c'est la même que ce qu'on a à Roche-Bettencourt, vous voyez, il s'agit d'outils miniatures. Vous avez la petite échelle, là, en haut à gauche, c'est des choses qui font 3-4 cm de long. Autre exemple ici, une autre sépulture de la région de Cologne qui vous donne peut-être une meilleure idée de la taille de ces objets. Vous voyez, ils sont dessinés en haut. Donc vous voyez, vous avez des fourches, vous avez une scie, numéro 14, vous avez une représentation schématique d'un joug, ce qui sert à la traction des chars, le numéro 16, une dolabre, numéro 12, une pelle, 13, un élément d'arrière, numéro 15, et vous les retrouvez ici parmi d'autres objets qui ont été déposés dans la tombe. Donc vous les voyez ici, hein, c'est vraiment des choses de petite dimension. Vous avez aussi une balance miniature. Et vous voyez que, comme à Roche-Bettencourt, c'est associé à des éléments de vaisselle. Donc vous voyez, vous avez des vases, alors cette fois-ci en verre et en céramique, mais vous voyez que là, très, très clairement, le dépôt de ces outils dans la tombe construit un discours symbolique. Alors, est-ce qu'il est religieux ou est-ce qu'il signifie, par exemple, c'est un rappel des sources de la prospérité de la personne défunte? Peut-être que c'est un propriétaire terrien, on n'en sait rien, mais
ça a conduit à pas exclure d'emblée qu'effectivement on ait pu cacher ces récipients en métal et ces outils pour des raisons autres que la cachette parce qu'on a peur. Dernier exemple qui pourrait aller vers cette hypothèse, c'est une découverte qui a été faite au début du XXe siècle sur le site d'Alésia, en Côte d'Or, dans un monument qu'on appelle le monument du Quétis et qui est sans doute le siège de la corporation des forgerons d'Alésia. Donc, dans cet édifice, il y a une cave notamment qui est indiquée par une étoile ici, dans laquelle on a trouvé tout un ensemble d'outils très proches, encore une fois, de ce que je vous ai montré à présent. Donc on reconnaît une faux en haut, des clochettes, des forces, des outils pour le travail du bois, une pelle à feu en bas. Et ce qui est intéressant surtout, c'est qu'avec, il y avait un vase en bronze qui, cette fois-ci, portait une inscription latine qui dit que le vase a été offert au Deo Uqueti, donc le dieu Uquetis, et à Bergusia, une divinité féminine, par Rémus, fils de Primus, et il l'a donné en accomplissement d'un vœu religieux. Donc vous voyez que cet exemple très isolé et très rare, en fait, montre que pour ces enfouissements, on ne peut pas trancher en fait, entre l'hypothèse cachette de peur et cachette pour un motif symbolique ou religieux. Donc pour terminer, je vous répondrai à vos questions si vous en avez volontiers. Donc il y a évidemment l'importance du contexte de découverte. On voit que quand c'est trouvé dans un contexte de fouille ou quand c'est issu d'un pillage, on ne peut pas dire les mêmes choses sur le lieu où ça a été enfoui et du coup les raisons possibles. Alors des assemblages d'objets qui, vous voyez, ils reviennent de manière récurrente. On a vu dans beaucoup de dépôts les mêmes choses qu'à Roche-Bettencourt. Et enfin, dans ces enfouissements, il faut sans doute distinguer la sélection des objets, pourquoi on les a sélectionnés, des causes de l'enfouissement ou de la non-récupération. C'est-à-dire que ça peut être à la fois enfoui pour des raisons symboliques, mais aussi pas récupéré parce qu'il y a des troubles. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère avoir été clair. Et si vous avez des questions, allez-y. Alors, le lieu exact... non, mais il n'y a aucun site connu dans un rayon d'au moins 2 km. Ce n'est pas dans la vallée qu'il a été trouvé le site. Non, mais c'est plus éloigné que ça en fait. Là, c'est vraiment en pleine forêt que ça a été découvert. Alors, quand on passe le lidar, est-ce qu'on... Non, parce que le lidar, en fait, donc c'est ce que c'est les télédétections que je vous ai montrées au début. En fait, ça permet de repérer des anomalies qui sont à la surface du sol, des mouvements de terrain, des choses comme ça. Ça, par définition, c'est des choses qui sont enfouies sous le sol. Et donc le lidar ne permet pas de les détecter en fait. Ça pourrait être détectable si éventuellement il y avait un monticule ou un tas de terre par-dessus. Mais en même temps, un petit monticule en forêt, il peut y en avoir plein et ça peut correspondre à plein de choses sans que ça corresponde à ce type de dépôt. Donc non, je répondrais que non, ça ne permet pas du tout de détecter ce type de découverte.
Alors, pour la proportion de ce type de découverte, disons que nous, par nature, quand on trouve ce type de découverte, donc de dépôt d'objets en contexte de fouille, c'est toujours du hasard en réalité. C'est-à-dire qu'on est généralement là pour d'autres raisons. Il y a eu un diagnostic, par exemple, on va dire, il y a une zone artisanale qui se construit quelque part. Il y a un diagnostic, on repère qu'il y a un site archéologique, la DRAC prescrit une fouille. Et là, ça peut arriver, effectivement, qu'on trouve des séries d'objets. Il y a un exemple, par exemple, des collègues qui ont fait une fouille à côté de Sens, là, il y a 3-4 ans, ont trouvé aussi un très gros lot d'objets, d'outils métalliques, comme ceux que je vous ai montrés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont trouvé dans un contexte de fouille, et ils ont pu démontrer que ce n'était pas une cachette, mais que c'était un bâtiment qui avait été incendié. Et en fait, c'est dans l'incendie, en fait, le bâtiment s'est effondré en fait par-dessus une cave gallo-romaine, et du coup, ça a fossilisé tout l'outillage. Mais on voyait très bien en fait que, je crois qu'il y en a une photo de cette fouille dans l'exposition. On voit très bien que les objets justement n'étaient pas regroupés en fait. Ils sont étalés sur le sol de la cave. Mais bon, globalement, ça reste quand même des découvertes qui sont assez rares, hein. Des choses similaires trouvées en contexte de fouilles en Champagne, je crois qu'il doit y en avoir une ou deux depuis les années 1950. Après, il y a ce que trouvent les pilleurs, et ça, malheureusement, dans la plupart des cas, on n'est jamais au courant, quoi. Donc, les objets sont dispersés ou revendus, ceux en fer, généralement, ils sont jetés, et puis voilà, quoi. Des trafics. Alors, trouver dans des fouilles, non, parce qu'on n'est pas censé les revendre, heureusement. Ah ben évidemment qu'il y a un trafic. Alors, tous les pilleurs ne vendent pas ce qu'ils trouvent, mais bon, il y en a quand même une bonne partie qui revendent, et c'est pour se faire de l'argent, hein. À votre avis, pourquoi au Proche-Orient, dans les pays en guerre, pourquoi ils pillent les sites archéologiques? C'est pour revendre les objets sur le marché de l'art et puis se faire de l'argent. Donc, alors, c'est sûr que en France, il y a des cas de gens qui vendent des trucs trouvés au détecteur sur eBay ou sur le Bon Coin, hein. Mais bon, il vaut mieux pour eux qu'il n'y ait pas trop les services de l'État qui luttent contre le trafic d'objets d'art qui leur tombent dessus, parce que là, généralement, ils passent un mauvais quart d'heure, quoi. Ça, c'est clair, mais il y a plein de gens qui... Ah oui, de toute façon, l'emploi du détecteur de métaux, pour l'archéologie, c'est soumis à une autorisation du préfet de région. Donc, toute personne qu'on croise dans un champ qui utilise un détecteur de métaux, c'est sûr qu'il y a 99,9% des cas, c'est illégal en fait. Des fois, quand on... Mais la recherche archéologique a lu. Mais non, mais il n'y a pas de... À partir du moment où on utilise un détecteur pour faire des recherches archéologiques, il faut une autorisation du préfet de région. Ouais, sauf s'il a des monnaies plein les poches, quoi. Mais là, typiquement à Roche-Bettencourt, euh, moi, l'agent forestier là, je l'ai rencontré. Il est passé une première fois, il a vu 2 bagnoles garées au bord de la forêt. Bon,
bon, il est repassé une deuxième fois. Alors, je ne sais pas combien de temps après, ils étaient toujours là. Il est quand même allé voir. Puis là, il a vu les types qui sortaient les trucs du sol. Il s'est dit, ah, c'est bizarre. Il est retourné chez lui, il est allé sur Internet. Puis ben là, il a vu que non, il y a un problème, quoi. Et donc, c'est là qu'ils sont allés avec le maire et qu'ils ont chopé les deux types en flagrance, en fait. Mais bon, il y a beaucoup de gens, de toute façon, qui ignorent la législation. Alors, dans les témoins, après, je pense que les types qui ont trouvé là le dépôt de roche, à mon avis, ils savaient ce qu'ils faisaient, quoi. Ça dépend, en fait. Par exemple, là, typiquement dans la découverte, là, les objets en fer, un pilleur, enfin, ça ne l'intéresse pas. S'il fait ça pour revendre les choses, il y a 90% de chances pour que ça finisse à la poubelle. Par contre, la petite statuette de divinité, ça, pour le coup, ça a de la valeur, quoi. Évidemment. Tous les collections du monde entier, en fait, il y a plein d'objets, on ne sait pas d'où ils viennent, en fait. Tous les pillages qui sont faits, par exemple, on va dire par exemple par Daesh en Syrie, je vous assure qu'il y a des gens pour les acheter, hein, les objets, même si on ne sait pas d'où ils viennent exactement. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je pense que nous allons arrêter cette conférence ici. Si encore quelqu'un a encore un dernier mot à dire. En tout cas, merci beaucoup Michel pour cet exposé. Donc, vous aurez toute la possibilité de voir donc, les objets exposés au musée de Saint-Dizier jusqu'au 19 septembre, qui est la date de la fin de l'exposition. Et pour ceux qui veulent prolonger aussi la conférence, je vous indique qu'il y a toujours demain déjà l'archéologie sur le terrain avec les portes ouvertes du site d'Écrassé qui continue toute la journée de demain de 9h à 17h30. Également une visite guidée de l'exposition au musée demain à 15h. Donc je vous conseille sur inscription, donc je vous conseille d'appeler le musée pour pouvoir vous inscrire pour pouvoir voir la visite guidée. Il y aura d'autres visites guidées qui seront prévues également pendant les vacances, pendant les grandes vacances. Ça sera indiqué sur Facebook, sur les différents programmes de la ville également qui préciseront donc toutes les dates. Et enfin, donc demain soir, la dernière conférence qui clôturera ce week-end des Journées européennes de l'archéologie, donc par Raphaël Duros et Stéphanie Desbrosses-Descobertières, donc les deux archéologues que vous connaissez sans doute certains bien, donc ils fouillent depuis le site d'Écrassé depuis maintenant 10 ans, c'est leur 10e campagne. Et donc ils présenteront donc les différentes comment faire de l'archéologie. Qu'est-ce que fait l'archéologue finalement quand il n'est pas sur le terrain? Puisque l'année dernière, ils n'ont pas pu fouiller à cause de la crise sanitaire. Par contre, ils ne sont pas restés sans rien faire et donc ils vous montreront tout ce qu'ils ont fait. Il y a eu du travail. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et donc la conférence sera à 18h30 dans ce lieu même ici au théâtre.